En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à vous tous, bonjour Gilles. Bonjour Guillaume. Bienvenue Elisabeth Guigou, nous sommes ravis de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes députée socialiste de Seine-Saint-Denis, que vous avez été à de nombreuses reprises ministre. On va évidemment parler de la situation politique, on est là pour ça, c'est en route vers la présidentielle, il y a eu débat de ce soir. Alors on sent du côté de François Hollande, chez ses soutiens, vous les connaissez, vous souriez, un côté, je fais des gestes puisque nous sommes aussi à la télévision, calme-toi Martine, considérant que ces dernières heures ont été, en tout cas du côté de ses partisans, extrêmement agressives à l'égard de François Hollande. Inexpérimenté, il ne prend aucune décision, il est mou. C'est violent, non? Non, mais ça, c'est vous qui le dites ou qui reproduisez. Non, écoutez, je crois que ce qui est important, c'est que ce soir, le débat se passe comme se sont passés les précédents, c'est-à-dire dans le calme, dans la sérénité, mais où chacun montre en effet ses différences, puisqu'il faut bien choisir, donc il faut comparer. Voilà. Et je pense que ce qui est important, c'est non pas les qualités des deux candidats sont extrêmement grandes, c'est-à-dire de ne pas dénigrer le voisin, mais de faire en sorte de montrer ce qu'on apporte de plus. Si vous regardez sur Internet actuellement les propos qui sont tenus par les partisans de Martine Aubry contre François Hollande, c'est quand même extrêmement violent. Je ne suis pas là pour défendre François Hollande, je constate. Non, mais certainement pas. Mais écoutez, non, moi ce que je crois, c'est que ils sont tous les deux de gauche, c'est clair. Hein, bon. Et d'ailleurs, il y a un besoin de gauche parce que sinon on n'aurait pas eu ce succès phénoménal dans les primaires qui nous a permis de montrer ce qu'était notre projet. Bon. Et il se retrouve à 98%. C'est vrai qu'il y a des différences d'abord dans certains choix. Qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi? Qu'est-ce qu'on fait sur le rythme auquel on va réduire les déficits? L'équilibre entre le soutien à la croissance et la réduction indispensable évidemment des déficits et de la dette. Il y a des discussions sur le nucléaire, à quel rythme en effet on fait les choses. Donc là, ça ce sont des sujets on les a remarqués avec Gilles depuis le début de la campagne. Oui. Mais là, ce qui ressort, c'est qu'il est mou, il était inexpérimenté. J'y reviens, qu'est-ce que vous voulez? Eh ben oui, c'est mon peut-être, métier. mais moi j'ai pas envie d'y revenir, donc vous voyez. Elisabeth Guigou, tout de même, des programmes où c'est vrai qu'il y a des différences ou des nuances, mais ce qui peut faire la décision aussi, c'est probablement aussi un caractère. C'est ainsi que par exemple, les téléspectateurs vont regarder le débat ce soir. Bien sûr. Donc, Elle va forcément lui dire, tu n'as jamais été ministre. Et deux personnalités. Non mais écoutez, si on parle à ce moment-là des profils, de la personnalité, on va dire de chacun. Ils ont chacun les qualités et leurs défauts, mais moi je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Martine Aubry. D'abord parce que je pense qu'elle a fait ses preuves. Voilà. Et que c'est vrai que d'additionner une expérience de ministre important avec une expérience de première secrétaire, de surcroît réussi, puisqu'il y a eu des réussites électorales et le rassemblement du parti dans l'unité, c'est un acquis, évidemment, très très important. C'est donc un anti-portrait, c'est-à-dire que l'autre n'a jamais été ministre, il n'a rien réussi comme premier secrétaire. C'est vous qui le dites. C'est juste dire, dans la réalité des choses. Martine a fait ses preuves. De surcroît, c'est vrai que Martine, c'est qu'elle incarne, si vous voulez, la justice sociale. Voilà. Elle a réussi à la fois à faire la CMU et à rétablir l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. À Lille, elle a complètement développé sa ville, rénové les quartiers et tout en n'augmentant pas les impôts. Donc je pense que c'est un bilan formidable. On ne se détermine pas seulement sur un bilan. Donc moi, je vous dis que je me détermine aussi sur les engagements qu'elle a pris, dont je sais qu'elle les tiendra. Et il y en a pour moi 3 qui sont particulièrement importants. Premièrement, rétablir... Et après, question avec Gilles. Non, lutter contre les déficits et la dette, car c'est indispensable, mais tout en soutenant la croissance, et ce qu'elle a fait adopter par le parti, évidemment, est très important de ce point de vue-là. Deuxièmement, la fin du cumul des mandats. Troisièmement, l'égalité entre les femmes et les hommes sur le plan professionnel et sur le plan dans toutes les institutions. Je pense avec une loi? Pardon? Avec une loi? Sur l'égalité professionnelle? Non, mais c'est-à-dire, par exemple, puisqu'on parle de salaire, effectivement, on dit que la moyenne de la différence est à peu près 30%. Est-ce qu'il faut légiférer et obliger les entreprises à engager Elisabeth Guigou au même tarif que son équivalent masculin? Ben, moi, ça me plairait bien, mais... mais est-ce qu'il y aura une loi? Il y aura une loi pour dire quoi? C'est ça qui est important. J'en sais rien, je vous pose la question. Il y aura une loi qui est d'ailleurs prête pour dire qu'on demande aux entreprises en 3 ans de négocier
à l'intérieur de l'entreprise sur une mise à niveau des salaires à compétences égales, une mise à niveau des salaires des hommes et des femmes. Et pour le reste, de négocier aussi sur une revalorisation à l'intérieur des entreprises des carrières des femmes. Parce que dans les 27% d'écart, il y a 10% qui sont des inégalités de salaire à job égal. Et le reste, malheureusement, c'est le plafond de verre pour les femmes parce qu'on leur reproche de faire des enfants alors qu'on a besoin évidemment de la vitalité démographique qui est un de nos atouts fondamentaux. Avec Gilles, on voudrait vous interroger maintenant sur les prises de position qui viennent du président de la République dans la Creuse, disant effectivement ces primaires, c'est totalement peu conforme à l'esprit de la Ve République. En gros, le général de Gaulle se retournerait dans sa tombe. Vous lui répondrez qu'il n'y a pas 4 tours dans une élection présidentielle. Voilà. C'est du dépit, je crois. C'est-à-dire que le président de la République se résigne pas à ce que l'agenda médiatique ne tourne pas autour de lui. Ben oui, il se trouve que nos primaires intéressent, voilà, et que les Français s'intéressent à un débat de fond, et que ça les rend nerveux tous dans la majorité. Donc voilà, je pense que c'est une expression de dépit. À propos de fond, tout de même, Elisabeth Guicou, j'imagine que vous avez lu la lettre d'Arnaud Montebourg, dont on dit qu'il pourrait être un arbitre. De quelle façon, Martine Aubry, votre championne ce soir, comment peut-elle prendre en compte tout de même ces propositions? J'imagine que vous les avez lues. Oui, mais c'est vrai. Je pense que Arnaud Montebourg, depuis longtemps, a vraiment la qualité, si vous voulez, de mettre sur la table des idées qui sont intéressantes. Moi, je me souviens d'avoir travaillé il y a 10 ans sur les paradis fiscaux, par exemple. Il a été un des premiers à s'intéresser à ce sujet, d'ailleurs, avec Vincent Payon. C'est quelque chose qui reste d'actualité. Monsieur Sarkozy nous avait dit, après un G20, les paradis fiscaux, c'est fini. C'est pas vrai. Les listes avaient disparu en 2000. Les paradis fiscaux étaient toujours là. Et de toute façon, ils sont toujours là. Ils signent des conventions entre eux. Donc, c'est pas sérieux. Donc, c'est pas un gouvernement français seul dans son coin qui va arrêter les paradis fiscaux, les îles Caïmans. Mais on peut faire, bien entendu. Si vous arrivez à en faire la démonstration ce matin, enfin, c'est juste impossible. Je ne dis pas que je le souhaite, mais c'est. On peut faire des propositions au niveau de l'Europe pour imposer certaines choses que d'ailleurs demandent tous les spécialistes. Par exemple, si tous les Européens demandent qu'il y ait des échanges automatiques d'informations pour qu'on ne puisse pas opposer le secret à l'administration fiscale d'une part et d'autre part aux magistrats qui enquêtent sur les blanchiments d'argent, je pense que ça, ce serait un grand progrès. Par exemple, le discours sur les banques d'Arnaud Montebourg, est-ce que vous adhérez à ces idées-là? Est-ce que vous pouvez en reprendre certaines ou pas? Écoutez, moi, il me semble que Martine Aubry a déjà dit sur les banques ce qu'il fallait faire. Un certain nombre de mesures beaucoup plus structurelles pour contrôler l'activité des banques. Regardez ce qui se passe avec Dexia. On a laissé entre 2006 et 2008, voilà une banque qui a gonflé son portefeuille, qui a acheté tout son portefeuille obligataire et qui a été évidemment acculée à la faillite. Et maintenant, c'est tout le monde, évidemment, qui doit venir au secours de Dexia. Mais ça veut dire que le futur ministre de l'économie de la gauche, si la gauche arrive au pouvoir, va devenir le patron des banques, en gros. On revient à une ambiance qui serait celle de 80, sans caricaturer. C'est-à-dire que l'économie va être administrée par le gouvernement. Je parle du plan bancaire. Ce que nous avons demandé, c'est que le gouvernement soit dans les conseils d'administration des banques pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Oui. Si ça c'était... Non, mais pouvoir surveiller ce qui se passe. Mais pas, évidemment, on n'a pas l'intention de renationaliser. D'ailleurs, ça reviendrait à nationaliser les pertes après avoir privatisé les profits. Oui. Donc, il y a la séparation... Avec Gilles, on est bien pointé. Comment vous allez expliquer à une banque aujourd'hui qui gagne énormément d'argent avec les salles de marché qu'il faut arrêter? Et comment vous allez expliquer ça? Attendez, mais on n'a pas dit qu'il fallait arrêter, on a dit qu'il fallait une proportion. Donc ils vont spéculer, parce que c'est quand même leur métier. Il faut une proportion beaucoup plus importante de prêts à l'économie. Aujourd'hui, dans les bilans des banques françaises, les prêts à l'économie, c'est 1/3. Eh bien, c'est pas suffisant. Donc vous allez les obliger. Voilà. Pardon? Donc vous allez les obliger. Vous me dites non, c'est pas nous les patrons, mais si vous leur dites arrêtez de spéculer dans les salles de marché et prêtez aux PME, vous allez les obliger. Il y a des proportions. D'abord, il faut augmenter les fonds. Si on augmente les fonds propres par rapport aux opérations qui sont faites, on prend des sécurités supplémentaires. Ça a commencé à être fait, mais pas suffisamment. Deuxièmement, il y a des opérations trop risquées, en effet, qui peuvent être interdites. Et troisièmement, si on isole l'activité banque de dépôt, banque de crédit aux entreprises d'une part, et d'autre part banque spéculative, à ce moment-là, les spéculateurs prendront leur... Elisabeth Guicou, qui est une Européenne convaincue, tout le monde le sait, est-ce que le programme d'Arnaud Montebourg, assez souverainiste, appelons-le comme ça, en tout cas protectionniste, est-ce que ça vous choque et est-ce que vous espérez quand même le ralliement d'Arnaud Montebourg
à Martine Aubry? Non, mais écoutez, moi, je ne suis pas pour le protectionnisme. Je constate simplement que... Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent dans le programme d'Arnaud Montebourg? Un tiers des salariés français travaillent à l'exportation. Donc le protectionnisme, c'est évidemment pas possible. Ah. Évidemment. Simplement... Et c'est pourtant ce qu'il réclame. Attendez, il est comme Emmanuel Todd, il simplement, réclame une sorte de préférence européenne avec un protectionnisme européen aux frontières. Ce qu'a dit Martine Aubry, en revanche, auquel j'adhère, et c'est la notion de juste échange, c'est-à-dire de réciprocité. Il n'est pas acceptable que les marchés publics chinois soient fermés aux entreprises étrangères, alors que les nôtres, en Europe, sont ouverts. Donc ça, c'est une question aussi de négociation au niveau européen. On a aux États-Unis, les États-Unis sont beaucoup plus fermes que l'Europe sur ce sujet. Je pense qu'il faudra aller vers ça. La réciprocité dans les échanges. D'autre part... Mais quel marché, pardonnez-moi, parce que c'est mon côté le matin, mais quelle partie du marché chinois est interdite aux entreprises françaises? Dans le luxe, par exemple, on leur vend absolument tout ce qu'on veut. Je vous parle des marchés publics. Ah oui, mais les marchés publics, en général aussi, c'est pareil. Il y a une vraie interdiction en Chine d'accéder aux marchés publics. Écoutez, parlez avec tous les chefs d'entreprise, ils vous diront que c'est vraiment extrêmement compliqué. Mais c'est un régime autoritaire. Oui. Nous, on peut pas... Il n'est pas question d'avoir un régime autoritaire, évidemment. Mais je pense qu'on peut, au niveau européen... Regarde, je vais vous citer un exemple. Oui, tout ça, c'est extrêmement important, c'est pour ça qu'on en parle. Je vais vous citer un exemple. Pourquoi est-ce que les banques canadiennes sont passées à côté de la crise en 2008. Pourquoi? Et après, question de... Elles avaient une réglementation au Canada qui s'appliquait aux banques canadiennes comme aux banques étrangères, donc il n'y avait pas de discrimination, qui a fait que malgré évidemment la liberté des échanges et la proximité avec les États-Unis, aucune banque canadienne n'a été touchée par la faillite de Lehman Brothers. Bon, et bien voilà ce qu'il faut arriver à faire en Europe, avoir des réglementations, ça existe. J'ajoute que pour les banques, il y a quelque chose d'absolument scandaleux, c'est le niveau des frais bancaires. Moi, j'ai de multiples exemples dans lesquels on montre que maintenant, on impose aux gens des frais disproportionnés par rapport aux opérations. Donc ça, il va falloir s'y intéresser. J'avais dit que je reviens tout de même aux primaires. On avait cru comprendre que les primaires, c'était pour faire, je dirais, dégager un candidat incontesté, incontestable, pour probablement peut-être affronter Nicolas Sarkozy et d'autres. Est-ce que dans le cas de figure de dimanche prochain, où il est probable ou possible qu'il y ait deux candidats finalement assez proches, même s'il y a un gagnant, est-ce que c'est pas beaucoup plus compliqué que prévu pour se rassembler ensuite? Moi, je crois pas, parce que le rassemblement, tout le monde le 51-49, c'est gérable après? Tout le monde le veut, le rassemblement. Et je pense qu'il y aura aucun doute là-dessus, parce que nous savons, vous savez, ce qui est le ressort fondamental de ces primaires, c'est d'abord de gagner les élections de 2012. C'est ça. C'est pour ça qu'elles ont du succès, ces primaires. Parce qu'on ne veut plus de la reconduction de cette majorité, de ce président de la République-là. Et ça va donner une légitimité supplémentaire au vainqueur. Alors, quel que soit ce vainqueur, moi je souhaite que ce soit Martine Aubry, mais quel que soit ce vainqueur, il faudra qu'il tienne compte de toute façon des positions de l'autre, évidemment, des positions des autres, sans venir... Oui, des autres, donc ça veut dire que ça va être quand même compliqué. Sans compromettre, je pense qu'il y a de bonnes idées, je ne les partage pas toutes chez Arnaud Montebourg et chez Ségolène Royal, sur les frais bancaires, elle a eu le mérite... Une idée que vous ne partagez pas avec Arnaud Montebourg, par exemple, parce que je reviens à ma question tout à l'heure. Le protectionnisme, d'accord, voilà. Est-ce que vous seriez déçu si au lendemain du débat, justement, parce qu'on dit beaucoup, on le sait avec Gilles et vous le savez, que du côté de Ségolène Royal, on la pousse, elle est réticente à prendre parti pour François Hollande. Et on sait qu'Arnaud Montebourg ne s'entend pas très bien avec Martine Aubry. Est-ce que vous seriez déçu si et l'un et l'autre prenaient ouvertement parti après le débat pour François Hollande? Écoutez, ça les regarde. Je pense qu'ils sont... Parce que c'est les politiques qui vont regarder les sondages. Si à 2 jours du premier tour, enfin du tour définitif, ils voient que François Hollande est en tête, ils prendront forcément parti pour le gagnant. Et il faut d'abord, on ne sait pas ce que seront les sondages. Ensuite, les sondages, vous savez, ça va, ça vient. Et on a eu de mauvaises surprises de ce côté-là. Encore une fois, les cimetières politiques sont remplis de gens qui étaient au firmament dans les sondages. Donc je ne conseillerais pas de se fixer uniquement sur les sondages. Ils ont, leur propre jugement à faire, il faut le respecter. Deuxièmement, ils ont leurs électeurs. Qui, eux, ont suivi très attentivement les débats. Ils savent très bien comment se positionnent les uns et les autres. Je pense que les électeurs seront certainement très attentifs à qui est le plus ou la plus... Je pense que Martine Aubry est plus rassembleuse de l'ensemble des socialistes et de la gauche, personnellement. Je pense qu'elle a
elle incarne la justice sociale. Je pense qu'elle a pris des positions fortes sur la moralisation de la vie publique, la lutte contre les conflits d'intérêts, l'indépendance de la justice. Je pense que dans tout ça, il y a beaucoup d'éléments dans lesquels les électeurs qui n'ont pas voté pour Martine Aubry